Oui. Madame, Monsieur, bonjour. Mon nom est Charles Barchéchat. Je suis en charge du comité culturel de la congrégation Or HaChaim à Montréal depuis à peu près 15 ans. Et j'aimerais laisser tout de suite la parole à notre président, Monsieur Ralph Rimok, pour un mot d'introduction et de présentation. Merci Charles. Alors, chers amis, c'est toujours un honneur pour Achaïm d'avoir des conférenciers de marque. Et ce matin, nous accueillons Maître Yohan Ben-Izri qui nous parlera d'antisémitisme en Europe et les leçons que le Canada pourrait en tirer. Je laisserai Charles Barchéchat le soin de bien présenter le résumé de notre invité. Or HaChaim organise régulièrement des conférences d'actualité et votre présence démontre le succès. Nous avons aujourd'hui une audience de la France, la Belgique, du Canada bien sûr et d'Israël. J'aimerais aussi souligner le partenariat de la CSUQ. Son président Jacques Sada, qui devait être parmi nous, mais bon, a dû avoir un contretemps, qui se sont associés avec nous dans cette conférence. De plus, le CIJA, étant l'organisme canadien représentatif du Congrès juif mondial, est aussi associé à notre événement. Il y a Joe Gabé qui est membre du conseil d'administration de CIJA et ancien président du Congrès juif canadien, qui est représentant de l'organisme. Je tiens à remercier les organisateurs qui ont contribué à la mise en œuvre de cette conférence, Charles, Aaron Minciotti et notre directeur Marc Dayan. À présent, je passerai le micro à Charles, qui assumera le rôle de modérateur et qui présentera notre conférencier de marque. Merci. Merci Ralph. Mesdames, Messieurs, bonjour pour les Canadiens, bon après-midi pour les Français et bonne fin de soirée pour les Israéliens. Bon, vous savez que l'antisémitisme, c'est loin d'être un phénomène nouveau. On peut le remonter, si vous le voulez, à la destruction du premier temple, l'exil de Babylone, l'édit de Haman en Perse, le second exil, celui que nous vivons en ce moment, l'Inquisition, les pogroms en Russie et bien sûr le plus grand drame et malheur du XXe siècle, la Shoah. Mais nous remarquons qu'aujourd'hui, une certaine résurgence de ce fléau. De nos jours, au XXIe siècle, pourquoi notre peuple, le peuple juif, subit encore les affres de cette haine morbide? Interviewé une fois sur l'antisémitisme, le chansonnier Michel Boujna avait répondu « Qu'est-ce que nous avons pu bien faire? Pourquoi ils nous en veulent ?» Il faut toutefois lutter et combattre l'antisémitisme et cela exige une stratégie très complexe. Voilà, on ne peut pas le battre sans définir clairement cette abominable plaie avec tout son cortège de bêtises. Les Juifs dirigent le monde, les Juifs contrôlent la presse, la finance, ou encore les Juifs assassinent les enfants chrétiens pour faire du pain azim avec leur sang. Est-ce qu'il y a un remède à cela? Je sais qu'en Europe, le Parlement européen vient de déclarer que toute forme d'intolérance ou de haine raciste est incompatible avec les valeurs et les objectifs de l'Union européenne. Pour moi, c'est du blabla sans une action directe et concrète. Alors, pour nous en parler, nous avons fait appel à un conférencier de talent et un spécialiste de ce sinistre problème. Et c'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui un jeune et brillant avocat. Il n'a que 38 ans. Il est déjà marié, père de 3 enfants. Il est avocat à Bruxelles. Il exerce au sein d'une importante firme internationale d'avocats, Sidley Austin. Il est natif du Maroc. Il a fait ses études à l'Université libre de Bruxelles et son master à McGill à Montréal. Et son directeur de mémoire était le prof actuellement, l'honorable David Lametti, actuel ministre fédéral de la Justice. Yohan Ben-Izri a milité au sein de l'Union des étudiants juifs de Belgique. Il agit en qualité de président de la CCO-GBOBG et c'est le pendant de la fédération CGA ici au Canada. Actuellement, il est vice-président du Congrès juif de Belgique et vice-président du Congrès juif
mondiale. Sans plus tarder, je cède la parole à notre conférencier, Maître Yohann Benizri. Merci beaucoup. Merci pour ces mots d'introduction et cette présentation qui est très clairement plus favorable que je ne la mérite, mais merci infiniment. C'est vraiment un plaisir en fait et un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui parce que ça fait longtemps que nous voulions le faire et ça n'a pas été simple à organiser. J'aurais préféré 1000 fois être avec vous en présentiel comme on dit maintenant. En fait, pour beaucoup d'entre vous le savent, je passe hors Covid et autres confinements plusieurs fois par an à Montréal. Donc j'espère bien que on va remédier à ça rapidement et qu'on pourra se réunir. En fait, votre synagogue, c'est d'ailleurs celle que j'ai choisie pour organiser la lecture de la première Haftara de mon fils lorsqu'il avait presque 8 ans, Bechukotai. Alors, j'ai des liens familiaux très forts avec votre synagogue, votre centre, et comme vous le savez, le président, M. Rimok, est également mon cousin, ce qui ne gâche rien. Alors, je vous remercie infiniment pour cette invitation et l'organisation de cette conférence, même si elle n'est que virtuelle pour le moment. En fait, les difficultés à nous réunir, je crois qu'elles ne seront que passagères. Moi, je compte bien vous retrouver le plus rapidement possible en bonne santé, Bezrat Hashem. De toute façon, il va bien falloir un jour nous déconfiner. Alors, qu'on se comprenne bien, parce que je sais qu'à Montréal, comme en Belgique, il y a beaucoup de gens qui prennent certaines libertés avec les règles sanitaires. Je ne suis pas de ceux-là. Il faut qu'on prenne les mesures adéquates et il faut qu'on se protège les uns les autres. C'est le minimum que l'on puisse faire aussi en tant que juif, nous en reparlerons. C'est parce que c'est l'expression de notre humanité et de notre solidarité. C'est aussi probablement la forme la plus noble de responsabilité. Il n'empêche, je ne sais pas pour vous, mais moi je commence à en avoir un petit peu assez et je sens l'effet des privations. En fait, ça m'a fait penser à une jolie phrase de La Fontaine, qui est régulièrement rappelée en ces temps-ci. La Fontaine écrit dans la fable de l'ours et l'amateur du jardin à propos des gens qui ne sortent plus du tout. Il dit « La raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens séquestrés ». Je crois qu'on pourrait très bien la traduire aujourd'hui pour nous en disant que la raison d'ordinaire n'habite pas longtemps chez les gens confinés. Enfin, avant que l'on ne devienne tous fous, je vous propose de parler d'autre chose, quelque chose de plus léger ou pas. Je ne sais pas si c'est vraiment un meilleur sujet, je ne sais pas s'il est moins déprimant, mais en tout cas, c'est un sujet différent et il peut être utile. Le sujet du jour est un sujet de fond, M. Barchéchat l'a rappelé, c'est un sujet plurimillénaire, aussi vieux que le peuple juif lui-même. Il s'agit donc de l'antisémitisme. Plus spécifiquement, on m'a demandé de vous parler de l'antisémitisme en Europe et des leçons à en tirer pour le Canada. Alors, je vais vous avouer quelque chose, je déteste parler d'antisémitisme. Je ne supporte pas ça, j'ai l'impression que ce n'est pas mon rôle, et vous allez comprendre pourquoi. Moi, je crois que la communauté juive, elle passe beaucoup trop de temps à relever des défis qui lui sont imposés plutôt que des défis qu'elle choisit. Moi, je crois que les Juifs, ils veulent être des vecteurs de progrès et d'avancée sociétale. Je crois que les Juifs veulent parler d'éducation, d'emploi, de justice, de solidarité, de culture, et plus simplement de bien-être et de réalisation individuelle et collective. En fait, je crois fondamentalement que nos ressources et nos talents sont gaspillés à nous défendre et à tirer des sonnettes d'alarme toute la journée. En fait, je ne vois pas ce qui distingue l'être humain juif d'un être humain rationnel qui a les mêmes défis et les mêmes espoirs que tous les autres citoyens. Mais vous avez choisi ce sujet, alors on va en parler d'antisémitisme. Et pour dire les choses simplement, il y a plusieurs postures auxquelles j'ai pensé en préparant cette conférence. En fait, plusieurs postures que j'aurais pu adopter.
La première, c'est celle, je pense, qui vous aurait peut-être plu le plus, celle qui aurait confirmé euh, tous les biais cognitifs qui existent au Canada, tout ce que j'entends de la plupart des membres de ma famille, de mes amis au Canada, euh, et même au-delà dans la communauté de manière générale. Alors, qu'est-ce que j'entends quand j'arrive au Canada? J'entends l'Europe est perdue. Monsieur Barchéchat a dit quelque chose d'assez similaire en disant, bon, les mots, c'est des mots, il faut des actions. L'Europe est perdue, elle est complètement musulmane, elle devrait s'appeler Eurabia. Comment est-ce que les Juifs peuvent encore vivre en Europe? Mais quelle horreur! Au Canada, c'est complètement différent, on n'aurait jamais eu les problèmes que vous avez. Regardez le carnaval d'Alost en Belgique, où on fête l'antisémitisme. Regardez les tueries à l'hypercachère à Paris. Vous savez que nous avons en ce moment même les dernières plaidoiries du procès de l'hypercachère à Paris. Regardez ce qui s'est passé à l'école juive à Toulouse, et j'en passe. Ça, c'est ce que j'entends au Canada. J'entends ça toute la journée. Alors, j'aurais pu vous faire une conférence où j'aurais simplement confirmé tout cela. Alors, pourquoi est-ce que ça vous aurait plu comme posture? Parce que l'être humain est ainsi fait qu'il aime se voir confirmer ses croyances. Et en vous disant cela, je serai des vôtres, pas de tous. Il y aura certainement des nuances, mais je confirmerai un sentiment largement partagé. Mais ça ne m'intéresse pas de faire ça. Et je ne crois pas que ce soit vrai. La deuxième posture, qui est légèrement différente, c'est de me concentrer sur les leçons de lutte contre l'antisémitisme au Canada. Parce que de l'antisémitisme au Canada, qu'on soit très clair, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Bnei Brit qui le rapporte. Donc les incidents antisémites au Canada sont en augmentation constante, au moins depuis 4 ans. Et puis, donc il faudra bien qu'on en parle un peu de l'antisémitisme au Canada. Mais si on ne parle que des événements antisémites au Canada, on ne parle que d'événements. Et ça ne m'intéresse pas non plus. En fait, Jules Romain a écrit une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Les esprits médiocres discutent de personnes, les esprits moyens discutent des événements, de l'actualité, et les esprits d'élite discutent des idées. » Alors, on va essayer de se hisser au niveau des idées et pas seulement des événements. La troisième posture, c'est la posture que moi j'appelle Ashkénaze. C'est quoi la posture Ashkénaze? Si vous ne la connaissez pas, oui, vaille. La posture Ashkénaze, c'est de se plaindre tout le temps. Un ami à moi à Bruxelles a constaté que 2 séfarades s'écharpaient sur les réseaux sociaux. Il disait, mais regarde, ils se disputent, etc. Il m'a dit, mais je pensais qu'il y avait une solidarité entre les séfarades. Et je lui ai répondu directement que c'était absurde. C'était comme de dire que je pensais qu'il y avait de la joie de vivre chez les Ashkénazes. Ce que je veux dire, c'est que la troisième posture, ça consisterait en une très longue plainte en disant que tout est perdu, que personne n'aimerait jamais les Juifs, que l'antisémitisme, c'est un piège qui se referme sur nous. Mais ça, ce serait évidemment au niveau des idées, mais ce ne serait pas très intéressant et pas très nouveau. Alors, pour cette conférence, j'ai décidé de violer toutes les règles du genre. Je ne ferai pas de grandes leçons techniques de lutte contre l'antisémitisme, j'appellerai pas aux armes, et je ne me ferai le prophète ni du chaos, ni de la rédemption. Je veux vous parler des leçons pour le Canada et je veux vous parler de l'avenir. Mais c'est un exercice très périlleux que celui de donner des leçons ou de prédire l'avenir. Les rares fois où les choses qu'on prédit se réalisent, alors on dit « Ah, je le savais, c'était sûr que je pouvais le prédire, etc. » Mais c'est très rare. En fait, je n'ai pas cette prétention. Moi, ce que je veux partager avec vous, c'est uniquement quelques réflexions, pas pour prédire l'avenir, mais parce que je suis convaincu de ce que j'avance sur base d'une expérience particulière. Et l'idée que je développe, c'est le fruit d'une éducation, je crois, authentiquement juive et séfarade qui plus est. Donc, je veux partager cette idée avec vous, une idée qui a changé mon rapport au monde et qui dicte largement la manière dont je mène mes combats, particulièrement au niveau de la lutte contre l'antisémitisme. Mais avant de vous dire ce que c'est que cette idée, vous allez devoir rester un petit peu avec moi, je vais vous dresser modestement et à gros traits un tableau de la situation. Le monde tel qu'il est aujourd'hui. Alors à quoi est-ce qu'il ressemble ce monde aujourd'hui?
Eh ben, je vais peut-être vous choquer, mais je vais vous dire que le Canada ressemble à s'y méprendre à l'Europe d'hier. C'est-à-dire que l'Europe d'aujourd'hui, celle que j'entends extrêmement critiquée au Canada, c'est probablement le Canada de demain. Comment est-ce que j'ose? Mais pas du tout. Comment est-ce que je peux suggérer que le Canada d'aujourd'hui, c'est la Belgique ou l'Europe d'hier? Ben, je ne suis pas devin, je vous l'ai dit, mais je vous soumets cette proposition parce que je crois en la maxime selon laquelle les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et vous allez voir que les parallèles entre l'histoire de la présence juive en Europe depuis la fin de la guerre et jusqu'à aujourd'hui ressemblent très fort à l'évolution à laquelle nous assistons au Canada. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. D'abord, après la guerre, les pays d'Europe de l'Ouest, la France, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas notamment, ont été des terres d'accueil pour les réfugiés juifs. Le Canada, dans une large mesure, a également rempli ce rôle. Une terre d'accueil et une terre d'opportunité. Un de mes oncles a réussi dans le textile, d'autres dans le commerce de gros ou les bijoux. Mais regardez au Canada, les écoles aujourd'hui, que ce soit Maimo, JPPS, Herzliya, Hebrew Academy, les parents sont comptables, dentistes, médecins, généralistes ou spécialistes, chefs d'entreprise, avocats. Ça, c'est la marque d'un pays qui a donné des opportunités, exactement comme l'Europe de l'Ouest a donné des opportunités aux Juifs qui s'y sont établis après la Shoah. Un autre parallèle que l'on peut aisément établir entre les Juifs d'Europe et les Juifs au Canada, et vous verrez que c'est particulièrement pertinent pour ce qui nous concerne, c'est la capacité que les Juifs ont eue à s'intégrer dans leur pays d'accueil. Les Juifs canadiens sont également des Canadiens juifs, comme les Juifs européens sont également des Européens juifs. Alors bien sûr, nous avons rejeté l'assimilation complète. Nous tenons à nos traditions et à nos valeurs, mais nous avons complètement épousé les cultures nationales. Je suis complètement belge, j'en ai même l'accent. Ma femme est complètement française, mes cousins sont complètement canadiens, mais nous sommes tous juifs. C'est une vraie force et c'est vraiment remarquable parce que nous avons fait ceci tout en créant des institutions qui sont profondément juives. Pas seulement des synagogues, mais également des centres culturels, des services d'aide sociale, des services de soins de santé, des musées, des mouvements de jeunesse, des écoles. Il faut être extrêmement fier de l'intégration juive. Moi, une des choses qui m'a toujours intéressé à Montréal, c'est l'hôpital juif de Montréal. Ça, c'est quelque chose qui est une inspiration pour moi. Que les gens disent « We're going to the Jewish », c'est incroyable. C'est vraiment, pour se faire soigner, on va au Jewish, c'est quelque chose qui va laisser une trace. Donc, c'est une intégration réussie et qui devrait être prise en exemple. Mais ici aussi, en Belgique, il y a eu une intégration réussie. Et aussi, ici, on a créé des institutions, peut-être pas aussi nombreuses, peut-être pas l'hôpital juif, mais tout de même. Un autre parallèle qui est largement éludé et souvent oublié, c'est que le Canada et les Juifs canadiens aujourd'hui, ils sont très fiers, et ils ont raison, ils s'enorgueillissent du fait que le Canada a de superbes liens avec Israël. C'est tout à l'honneur du CIJA. Ils ont fait un travail absolument extraordinaire. Il y a d'autres acteurs de terrain qui travaillent là-dessus. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'en Europe également, jusque dans les années 70 environ, l'Europe a été un soutien primordial, voire vital, à l'État d'Israël. En d'autres termes, l'Europe de l'Ouest a aussi été la meilleure amie d'Israël, comme le Canada est le meilleur ami d'Israël. Donc, on reprend. On a des terres d'accueil, que ce soit l'Europe de l'Ouest ou le Canada, qui voient les Juifs particulièrement bien s'intégrer, c'est le cas au Canada et en Europe de l'Ouest, et qui sont très proches de l'État d'Israël. Quoi d'autre? Quels autres éléments? On a deux autres parallèles que je place dans les prémices de ce qui est arrivé en Europe, de ce qui arrive aujourd'hui en Europe, et de ce qui pourrait arriver, ou quelquefois qui arrive déjà au Canada. Au-delà de leur qualité de terre d'accueil, les pays d'Europe ont également été le théâtre de cycles d'immigration.
En Belgique, par exemple, on a eu des réfugiés juifs au sortir de la Shoah, évidemment majoritairement ashkénazes, et puis nous avons eu les Italiens qui venaient travailler dans les mines, puis nous avons eu des juifs séfarades, fin des années 60 et 70, quand le Maroc notamment se vidait de ses juifs. Un peu plus tard, il y a eu une immigration marocaine musulmane cette fois, et on a vu des quartiers juifs migrer et se voir remplacés graduellement par les nouveaux arrivants. Ça n'a rien d'étonnant, et à mon avis, vous devez déjà penser aux parallèles qui existent avec le Canada. Regardez Laval, par exemple. Laval, c'est le meilleur exemple de ce que je viens de dire. Les Juifs s'y sont installés, puis les Juifs sont partis et ils ont été remplacés par les nouveaux immigrants. Alors, on voit bien que dans les deux cas, au Canada et en Europe de l'Ouest, il y a de demandes très différentes des nouveaux arrivants par rapport aux immigrés juifs. Il y a une certaine revendication religieuse. Nous, on n'a pas renoncé à nos traditions religieuses, mais dans une large mesure, il n'y avait pas cette revendication religieuse dans l'espace public. Donc, on a les mêmes cycles d'immigration et en tout cas, on a des cycles similaires. Alors, enfin, le dernier parallèle que je voudrais établir, c'est qu'il y a très clairement au Canada et en Europe, en tout cas en Europe de l'Ouest, une culture de la liberté et du progrès. Alors, ce n'est pas le cas dans le monde entier, mais tant en Europe de l'Ouest qu'au Canada, il y a une vraie culture de l'individualisme et de l'épanouissement personnel, une sorte de dévoiement de la philosophie des Lumières, parce qu'ici, on voit que la liberté, à laquelle tout le monde dit « Ah, on veut être libre, on veut être libre », en fait, cette liberté, elle s'oppose à toutes les formes de contraintes, et également la religion. Donc, dans la société canadienne, comme dans la société en Europe de l'Ouest, il y a une telle revendication de liberté, une telle opposition à toute forme de contrainte, que la contrainte religieuse, elle est aussi balancée avec le reste. Alors, c'est à ce moment de l'histoire que nous sommes au Canada. En Europe de l'Ouest, on est quelques étapes plus loin, mais vous allez voir que les graines sont plantées au Canada également. Alors, vous le savez comme moi, le gène de l'antisémitisme, il a muté et il se trouve maintenant au confluent de plusieurs haines. D'abord, il y a un antisémitisme historique qui n'a jamais disparu. Cet antisémitisme historique, il existe tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. On oublie souvent de le rappeler. Il voit le juif comme quelqu'un qui lui ressemble, mais qui est quand même étranger. C'est le bouc émissaire parfait. C'est l'antisémitisme des stéréotypes de pouvoir, d'argent, de nuisibles. C'est l'antisémitisme qui célèbre le nazisme ou qui voit dans le juif l'illustration de l'élite qui écrase le peuple. Nous avons vu cet antisémitisme à l'œuvre dans les carnavals d'Alost en Belgique, par exemple, dans les manifestations en Allemagne et en Suède, notamment. C'est cet antisémitisme-là qui fait dire l'Europe est perdue, le nazisme revient, etc. Mais nous le voyons aussi éclore, cet antisémitisme-là, au Canada, au détour d'une croix gammée sur la façade d'une école, comme en juin, ou une agression physique sur les chassidim, ou des propos haineux sur Internet. Ça, c'est la réalité, il ne faut pas l'éluder. On a aussi un autre antisémitisme, un latent, celui qui se défend absolument d'être antisémite, mais qui est tellement anti-musulman qu'il va faire des juifs de simples dommages collatéraux. Cet antisémite-là, il est animé par la volonté de protéger sa culture à tout prix, son identité, ses valeurs locales, contre ce qu'il voit comme une invasion. Alors, on peut le dire, on peut dire, voilà, c'est les Français qui votent FN, etc. On peut dire ça, mais on peut aussi regarder que, par exemple, au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu la loi 21. C'est quoi la loi 21? C'est la loi sur la laïcité du Québec. Qu'est-ce qu'elle fait, cette loi 21 sur la laïcité du Québec? Elle interdit le port de signes religieux à certains employés de l'État et aux enseignants du réseau scolaire public. Moi, je suis convaincu que cette loi numéro 21, elle n'aurait jamais existé en l'absence d'une certaine vision des musulmans au Canada aujourd'hui. Je crois fondamentalement que cette
cette posture maintenant du Québec, qui est très différente du reste du Canada, qui a même été dénoncée par certaines autres régions. C'est le Québec qui se sent attaqué, qui veut défendre absolument sa bonne vieille culture québécoise et qui dit non, mais nous, on est laïcs. Ils n'ont jamais été laïcs. Ils sont super catholiques au Québec. Mais ils disent ah là, on est en train d'être envahi, il faut absolument qu'on se défende. Et alors, vous avez des Arabes et des Juifs, enfin des musulmans et des Juifs qui s'associent pour dire non, mais vous n'allez pas grappiller sur nos libertés religieuses. Ça me rappelle très fort ce que je suis en train de vivre en Belgique, puisque vous savez qu'en Belgique, il y a 2 régions qui ont interdit l'abattage rituel, donc la Shrita, et on est en train de s'associer avec des musulmans pour défendre les libertés religieuses. Alors, vous voyez le parallèle un petit peu, ça semble un peu plus clair. Il y a l'antisémitisme traditionnel, disons, extrême droite, extrême gauche. Vous avez l'antisémitisme latent. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi un antisémitisme violent d'une partie des communautés musulmanes. Et cet antisémitisme-là, il est souvent téléguidé par des pays étrangers. Cet antisémitisme-là, c'est celui-là qui a tué à l'école de Toulouse, c'est celui-là qui a tué à l'Hypercacher à Paris, au musée juif de Bruxelles. C'est également cet antisémitisme qui se cache derrière l'antisionisme. Nous l'avons vu d'abord dans nos universités, en Europe, mais maintenant, vous le voyez également à Concordia et à McGill. C'est le même type de discours. Ne vous leurrez pas, c'est la même chose. On l'a vu dans les débats publics aussi, souvent avec l'aide de juifs qui se disent progressistes. Moi, je le vois à l'œuvre lorsque Montréal, par exemple, la ville où beaucoup d'entre vous habitent, ont rejeté, Montréal a rejeté la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour le souvenir de l'Holocauste, la définition de l'IRA. Cette définition, c'est un outil qui nous semble indispensable. C'est cet outil qui a été développé par une organisation internationale de plus de 30 pays qui essaye de donner un peu corps à cet antisémitisme, qu'on ne puisse pas dire non, mais moi je ne suis pas antisémite si on fait des choses qui tombent dans cette définition. Eh bien, cette définition, c'est un outil indispensable, mais elle a été rejetée. Pourquoi elle a été rejetée à Montréal? Parce que ses opposants, ils disent qu'elle interdit toute critique de l'État d'Israël. Alors, qui s'y est opposé le plus à Montréal? L'association canado-palestinienne, d'une part, et les voix juives indépendantes. C'est qui les voix juives indépendantes? C'est essentiellement l'extrême gauche juive. Alors, ce qui est intéressant pour vous de savoir, c'est qu'il est faux et trompeur d'affirmer que toute critique de l'État d'Israël rentre dans le champ de la définition de l'IRA. Ce n'est pas vrai. Si vous lisez la définition de l'IRA, vous allez vous en convaincre. Il y a écrit textuellement « Critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l'antisémitisme ». Comment est-ce que c'est possible qu'au Canada, pays qui adore les Juifs, etc., on se retrouve à rejeter une définition de l'antisémitisme? C'est fou. Alors je sais qu'il y a des progrès qui sont faits en ce moment, c'est sûr. En Ontario, on est sur le point d'adopter cette définition de l'IRA. Il y a d'autres développements qui sont excellents, notamment la nomination d'Irwin Cotler, j'y reviendrai. Mais c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Bien sûr que le niveau d'antisémitisme au Canada, il est plus faible aujourd'hui qu'en Europe de l'Ouest. Bien sûr que vous bénéficiez encore d'un soutien gouvernemental qui est très important, que le CIJA fait un travail extraordinaire, que vous venez d'avoir une excellente nouvelle avec la nomination d'Irwin Cotler comme coordinateur contre l'antisémitisme. Irwin est excellent, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, j'ai eu l'occasion de l'entendre. Je le dis d'ailleurs parce que c'est un choix qui a été célébré non seulement au sein du gouvernement, mais aussi par la Fédération CIJA, qui est notre partenaire au Congrès juif mondial. C'est une excellente nouvelle, c'est sûr. Mais enfin, encore une fois, ne vous leurrez pas. Le terrain canadien, il est très fertile pour l'émergence d'un antisémitisme tout aussi insidieux, tout aussi violent que celui que beaucoup d'entre vous dénoncent en Europe. Tout au plus avez-vous un petit peu plus de retard sur nous. Faites attention et ne baissez pas la garde. C'est ça le message essentiel.
J'espère que les exemples que j'ai donnés vous informent sur les dangers bien réels auxquels vous devez faire face. Maintenant qu'on connaît la situation, alors qu'est-ce qu'on passe aux solutions? Quelles sont les manières de lutter contre l'antisémitisme? Alors c'est là que je vais peut-être un tout petit peu vous surprendre. L'antisémitisme, il n'est pas invincible. C'est pas vrai. Celui qui est cyclique, ça c'est vrai, mais il n'est pas invincible. Les solutions, elles ont été étudiées, elles ont été mesurées, elles sont connues. Nous avons, avec le Congrès juif européen, l'Université de Vienne et l'Université hébraïque de Jérusalem, établi un catalogue de mesures qui aident réellement à lutter contre l'antisémitisme. Des choses pratiques, M. Barchechet le rappelait, il faut des choses pratiques. Alors cela va de la définition du problème, la définition de l'IRA, c'est très bien, à la dénonciation publique et systématique des actes antisémites. Ça, c'est le travail qu'il faut faire avec le gouvernement pour que le gouvernement, à chaque fois, dénonce publiquement les actes antisémites. Ça va aussi à l'éducation non seulement de l'histoire de la persécution des Juifs, mais également de leur contribution magnifique aux sociétés hautes. J'en passe. Je vous communiquerai volontiers ce guide après la conférence. Ça s'appelle An End to Antisemitism. Il est extrêmement bien fait et c'est un vrai catalogue de mesures. Mais je vais en retenir quelques-unes. Il y a des dizaines d'exemples de bonnes pratiques. Et il y a sinon des leçons pour le Canada, en tout cas des pistes à explorer et à traduire au Canada tant qu'il est encore temps. Un projet que j'affectionne particulièrement, c'est l'ICRAT. L'ICRAT, c'est quoi? C'est l'idée qu'on forme des jeunes juifs juste avant le cégep. On les prend un week-end, on les forme à toutes les questions qui reviennent tout le temps sur l'antisémitisme, sur Israël, etc. Et puis on les envoie dans les écoles publiques pour parler aux gens de leur âge avec le même vocabulaire, pour ne pas faire des grandes leçons, pour dire bonjour, je suis juif, je n'ai pas de cornes, venez posez-moi vos questions. Ça, c'est un projet qui est né en Suisse, qui a été repris dans plusieurs pays et qui, à mon avis, est prometteur également pour le Canada. Il y a un autre enseignement important de ce catalogue de mesures, c'est qu'il faut arrêter de parler que de la Shoah quand on parle de la persécution des Juifs. C'est une erreur très grave. Au contraire, il faut parler de toute l'histoire des Juifs, l'histoire plurimillénaire des Juifs, et on va y revenir aussi. Mais il y a beaucoup d'autres choses. C'est un catalogue. Moi, je pense qu'on arrive à de réels résultats tangibles en Europe. Je crois que la dénonciation publique, notamment du carnaval d'Alost, a été extraordinaire. Vous avez une vraie mobilisation. Vous avez eu l'UNESCO qui a pris des mesures. Vous avez eu des gens qui se sont mobilisés. Donc, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent. L'ICRAT, c'est un programme qui fonctionne. Je crois qu'on arrive, simplement, on est arrivé tellement tard qu'il y a beaucoup de travail à faire. Vous êtes encore tôt. Donc, c'est une manière… Si vous leurrez et que vous dites non, mais il n'y a pas de problème maintenant, on va s'en occuper quand il y aura vraiment de l'antisémitisme comme en Europe, ça va vous jouer des tours. Bref, c'est un catalogue de mesures. J'ai dit que je ne vous ferai pas de leçons magistrales, donc je ne vais pas vous faire de leçons magistrales. Moi, ce que je vous propose, c'est une seule idée. Une seule, la seule dont vous devez vous rappeler après cette conférence. Cette idée, c'est qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme ou qu'on ne lutte pas contre le but ultime des antisémites en luttant contre l'antisémitisme seulement. On lutte contre l'antisémitisme en étant authentiquement juif. Je vous donne un exemple, ce qu'on appelle le devoir de mémoire pour la Shoah. On en parle tout le temps de ce devoir de mémoire. Nous répétons tous en chœur, plus jamais ça, never again. Et pourtant, tout le monde sait que ce slogan, il est un peu éculé. Il est devenu pour certains une identité. Mais ce n'est pas l'identité juive. Ce n'est pas ça l'identité juive. Pour remplir le devoir de mémoire en tant que juif, il faut se rappeler que l'être juif véritable, il transcende de loin les pogroms, il transcende de loin Auschwitz et il transcende de loin la Shoah. Plus jamais ça ne veut rien dire si ce n'est qu'un slogan. Le devoir de mémoire, c'est un devoir de lutte de tous les jours. En fait, plus jamais ça, c'est la somme de toutes les journées
où on aura dit « pas aujourd'hui ». C'est ça, plus jamais ça. Plus jamais ça, le crier, ça ne sert à rien. Au-delà du devoir de mémoire, ce que je crois, c'est qu'être juif, ça ne peut pas se résumer à se rappeler de la Shoah et à aimer Israël. Je suis désolé pour ceux qui en font leur identité, mais pour moi, ce n'est pas ça, être juif. Ça suffit à rester juif pendant 1 ou 2 générations. Vous avez la Shoah, vous avez Israël, 1 ou 2 générations, vous allez rester juif. Mais ça ne fait pas un peuple plurimillénaire. Ce n'est pas possible. Ce que moi je crois, c'est que pour lutter contre l'antisémitisme, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de notre identité. Parce que si on gaspille toute notre énergie à lutter contre l'antisémitisme, on n'aura plus d'énergie pour être juif. Les antisémites, ils auront gagné. On n'aura que des gens qui luttent contre les antisémites, mais on n'aura plus de juifs. Alors je vais en terminer là-dessus. Harold Fish a écrit sur l'être juif qu'il était la mémoire brûlante d'un futur en devenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le judaïsme véritable, il compose avec le passé, il s'inscrit pleinement dans le présent, mais c'est le futur qui reste à écrire qui l'intéresse et qui dicte son action. Lutter efficacement contre l'antisémitisme, on le fait en étant juif et en se projetant dans le futur. Notre richesse et la garantie de notre avenir, c'est notre solidarité, notre mémoire collective, notre conviction que nous avons un destin commun. Notre futur dépend de notre capacité à ne pas regarder le monde seulement tel qu'il est, mais à passer notre temps à regarder le monde tel qu'il pourrait être. C'est ça la leçon du juif aux antisémites dans le monde entier. Nous resterons juifs. Alors, je vous remercie pour votre attention. Ça, c'était mes remarques préliminaires, mais j'adorerais avoir une discussion avec vous. Donc, si vous le voulez bien, ouvrons le débat après que M. Barchechette ait pu reprendre la main. Écoutez, merci beaucoup, Johan, pour cette excellente présentation. Les débats sont ouverts. Je vais commencer par poser la première question et puis je vais passer le micro à toutes nos amis. Il y en a à peu près, on est 42 aujourd'hui. Je vais demander à Johan si la création de l'État d'Israël n'a pas augmenté le problème de l'antisémitisme à travers le monde. C'est une très bonne question. Je ne crois pas. Je crois que ce qui s'est passé, c'est que l'État d'Israël a été, dans une très large mesure, un positif pour le peuple juif dans le monde, en tout cas les premières années. Ce qui a été problématique, je crois qu'il y a un tournant, c'est la guerre de 67. Ça, clairement, à partir de ce moment-là, en tout cas, l'Europe de l'Ouest a tourné le dos à Israël. En ce faisant, elle a aussi eu une vague d'immigration qui mettait une pression non négligeable sur son système électoral et donc qui a, dans une très large mesure, contribué à renforcer les positions anti-israéliennes, tout en gardant ce discours général que les Juifs ont apporté une contribution très importante à l'Europe et ailleurs dans le monde. Mais je ne crois pas que c'est Israël le problème. Je crois que si vous évacuez Israël, s'il n'y avait pas Israël, il y aurait toujours de l'antisémitisme. C'est très difficile de rendre Israël responsable de nos maux. Moi, je ne suis pas de ceux qui le feront. Au contraire, je crois que l'existence de l'État d'Israël, c'est une force pour les Juifs dans le monde entier. Je crois que si ça nous cause beaucoup plus ça nous amène beaucoup plus de bénéfices que ça nous cause de tort. Merci beaucoup. Est-ce que parmi l'auditoire, des personnes voudraient poser des questions à notre invité, Maître Benizri? Levez la main et puis on va vous passer la parole. Marc Dayan, est-ce que tu vois des mains se lever? Qui m'envoie un chat. Alors, passe-moi, dis-moi qui c'est qui veut parler. Envoyez un chat à Marc Dayan et on va poser la question et on vous laisse la parole. Je n'ai pas une photo générale de tous les participants, mais je pense que je suis 44 participants. Alors, Jogabé aimerait poser une question.
Jo. Bonjour, merci. Merci mille fois. C'est remarquable, brillant. Et puis, je suis ravi de vous avoir entendu. Je vais le faire très rapidement. J'ai 4 points sur lesquels j'aimerais vous entendre. Premier point, est-ce que dans votre présentation brillante encore une fois, et merci, je n'ai pas entendu la différence qu'il y a entre la nature des êtres, des Européens et des Américains et des Canadiens en particulier. Ce ne sont pas les mêmes hommes, on n'est pas fait de la même manière. Je vois très mal un Premier ministre téléphonant au président du CRIF après le 11 septembre, le 11 novembre je crois, lui dire voilà mon cellulaire particulier. Or, Bernard Landry a téléphoné au président du Congrès pour lui dire, 1 heure après l'explosion des tours jumelles, voilà mon numéro de téléphone privé. Je vois très mal cette chose-là se faire en Europe ou dans d'autres pays. En ce qui concerne l'Europe, effectivement, le schéma que vous avez dressé, c'est celui de Jacob chez Laban. Jacob, il commence à aller chez Laban pendant un certain temps, et puis il travaille le berger, etc., des troupeaux de Laban, et puis à la fin, on connaît l'antisémitisme de Laban, on a tous ce risque-là, c'est exact. Mais entre-temps, nous bénéficions, si j'ose dire, des déboires de l'Europe. Et par conséquent, il y a un warning qui est là et qu'on ne peut pas ignorer. Devoir de mémoire, certainement, nous avons un devoir de mémoire. Une des dimensions que je n'ai pas entendues dans ce que vous avez dit, c'est l'implication dans l'espace public des Juifs. C'est à partir de là que ça se passe. Noyauter, si j'ose dire, de manière propre, pas au sens péjoratif du terme, les différents organismes qui existent. Et puis bon, à Sijan, on s'en occupe énormément. Et finalement, authentiquement juif, ça veut dire quoi ? Dans quelle dimension? Est-ce que vous voulez comparer les juifs de Côte-Saint-Duc avec les chassidim d'Outremont? Des fois, je suis un peu inquiet quand je vois ça. Voilà. C'est quatre pistes qui m'arrivent et puis sur lesquelles j'aimerais vous entendre. Je vois vous souriez, bon, tant mieux. Non, parce que toutes vos questions sont extrêmement pertinentes et très intéressantes. Je ne sais pas si je vais y répondre exactement, mais en tout cas, je peux partager certains éléments de réflexion avec vous. D'abord, la différence de nature entre les Européens et les Canadiens. Personnellement, je n'en vois pas. Je vois des différences de culture. Il y a des différences manifestes de culture et dans une large mesure, ils sont reflétés également à tous les niveaux de représentation des Juifs. Et donc, je peux le comprendre. Cependant, je voudrais quand même vous rassurer sur un point. En tout cas, jusqu'au nouveau Premier ministre avec qui j'ai un petit peu plus de mal, j'avais la Première ministre sur WhatsApp, le président du CRIF a le téléphone portable d'Emmanuel Macron, nous avons des accès à tous les niveaux de pouvoir au niveau européen, également à des niveaux privés. Donc, dans une très large mesure, ce que vous exposez sur le niveau d'accès, je ne crois pas que les Européens ont à rougir au niveau de leur accès à leurs dirigeants. Ce qui est vraiment très différent, c'est au niveau de la culture. Aujourd'hui, au Canada, de moins en moins à Québec, de moins en moins au Québec, mais au Canada, dans une large mesure, vous avez cette théorie selon laquelle on fait une société multiculturelle, on accepte toutes les traditions religieuses, etc. Mais c'était le cas aussi dans une large mesure dans certains pays d'Europe. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas un acquis, comment dirais-je, définitif. Donc, je vois ce que vous voulez dire en termes de différence. Je suis d'accord avec vous. Je dis simplement qu'en termes d'accès, ça va. Et en termes de culture, ce n'est pas immuable. Alors, en ce qui concerne l'implication dans l'espace public, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question. On pourra y revenir éventuellement. Mais je crois que
vous avez effectivement un tissu sociétal juif qui est vraiment remarquable. C'est-à-dire que quand on voit au Metz, par exemple, moi je trouve que c'est une richesse que vous avez au niveau des organisations qui est vraiment, vraiment tout à fait remarquable. Quand on voit le travail du CIJA, c'est vraiment aussi de très, très haut niveau. De très, très haut niveau. Mais je crois que ce n'est pas parce qu'il y a de l'excellent travail et d'excellentes institutions au Canada qu'on peut se dire que les choses qui nous sont néfastes ne vont pas arriver. Au contraire, je crois que vous partagez mon analyse sur la progression. Et puis, votre question sur authentiquement juif, ce qui m'a fait sourire, vous savez, et vous le savez probablement, au niveau du Congrès juif mondial, aujourd'hui, c'est une des questions les plus importantes qu'on a à se poser. J'ai la chance de participer à ces discussions, mais vous avez les juifs, qui est juif, qui se sent juif, les problèmes au niveau de du mur des lamentations, vous avez des problèmes au niveau de ils sont trop religieux, ils sont pas religieux, ils noyautent telle ou telle organisation, les ultra-orthodoxes noyautent certaines organisations au niveau mondial, c'est extrêmement difficile. Mais au niveau de l'antisémitisme, ce n'est pas tellement important. Au niveau de l'antisémitisme, ce que je dis, c'est qu'il faut maintenir un lien avec la transcendance. Je me fous de savoir si c'est un lien avec la transcendance communautaire, c'est-à-dire qu'on fait le Seder de Pessah par Zoom chez les laïcs, chez les juifs laïcs, si ça existe, ou que l'on fasse ça d'une manière qui nous soit commune à tous les deux, ou probablement à la plupart d'entre nous, c'est-à-dire un judaïsme, disons, qui se trouve dans un spectre de moderne orthodoxe à quand même pas mal religieux, et puis après, les ultra-orthodoxes qui étudient, etc. Moi, je n'ai pas de problème à me dire qu'il y a différentes manières de vivre son judaïsme, du moment qu'on vit un judaïsme, qu'on ne vit pas juste Shoah et Israël, qu'on ne vit pas juste quelque chose qui est dénué de transcendance complètement, qui n'a pas de lien vertical fort. Une colonne vertébrale, c'est une colonne qui dure au-delà d'une ou deux générations. Les Juifs d'aujourd'hui, ma plus grande peur, c'est d'avoir une colonne vertébrale qui ne tient pas. Et donc, c'est à ça que je voulais en venir quand je disais authentiquement juif. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui aimeraient poser une question à notre orateur? Vous avez tout compris, tout est clair dans votre esprit. C'est magnifique. Alors, soit tout est très clair, soit j'ai parlé trop vite. En tout cas, j'aimerais d'abord remercier de la part de nous tous ici notre ami Yohann Ben-Izri, qui a consacré une partie de son dimanche et de son repos dominical pour pouvoir nous parler. Et également, je crois que j'ai retenu de cette causerie que ce qu'il faut actuellement pour combattre, pas pour combattre, mais pour pouvoir ramener les gens à nous comprendre, c'est un problème de communication. Et votre idée de former des jeunes qui vont aller communiquer avec d'autres jeunes de leur âge pour leur expliquer un peu la situation, je crois que c'est une manière de pouvoir dès maintenant ramener les choses, les mettre en perspective et enlever de l'esprit de certains des mauvaises idées qu'ils se font. Yohann, merci infiniment. Dites-vous bien que le Canada vous salue, en particulier le Québec, et je crois que plus c'est particulièrement, c'est Côte-Saint-Luc. Au revoir et merci beaucoup. Merci beaucoup, portez-vous bien.